premier regard croisé, donc c'est celui de la psychologue. Alors, quand on m'a proposé d'intervenir, j'ai immédiatement accepté parce qu'avant d'être psychologue en institut pour personnes en situation de handicap, j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. Et alors la question du refus, elle se posait presque pas, puisque de toute façon, c'était l'ordonnance du magistrat qui demandait aux adolescents que je rencontrais et à leurs familles de venir me voir. Donc ça a beaucoup mobilisé ma réflexion sur ma place de psychologue clinicienne dans un cadre où le soin n'était pas pensé, et il n'était même pas, il ne faisait pas l'objet d'une quelconque question. J'ai vu des limites à ça, évidemment. Comment on peut penser un soin psychique quand il n'y a pas de demande? Et parfois, ces limites contraignantes ont permis quand même que des choses s'élaborent, ce qui était contre-intuitif pour une psychologue. Donc aujourd'hui, je travaille en institution avec des jeunes qui ont une notification MDPH, donc ils n'ont pas demandé non plus expressément à être ici. En tout cas, ils ne l'ont pas exprimé verbalement. Leurs familles sont déjà un peu plus demandeuses, mais la réalité de la configuration institutionnelle dans notre pays fait qu'ils n'ont pas forcément choisi leur lieu d'accueil. Malgré tout, il faut garder au sujet la possibilité de refuser et de demander une fois engagés dans ce lieu d'accueil. Donc là, je vais vous parler en tant que psychologue clinicienne dont la mission principale est de prendre en compte la réalité psychique du sujet. Donc quand on parle de réalité psychique, on parle de ce qui est consciemment exposé, mais aussi des sous-bassements plus inconscients. On parle du langage verbal, mais on parle aussi du langage du corps, et on parle du sujet dans son environnement. Donc on ne se limite pas à une expression verbale stricto sensu. Je travaille aussi auprès de jeunes gens qui sont âgés de 12 à 20 ans et qui sont donc en situation de handicap avec une déficience intellectuelle associée, souvent très importante, et parfois une absence de langage. Alors juste pour recontextualiser du point de vue de la psychologue, j'ai eu du mal à penser la question du refus sans la question de la demande. Donc je vais un petit peu orienter mon propos dans ce sens. Déjà, dans le développement de l'enfant, refuser, c'est pouvoir se séparer. Dire non, dans le développement de l'enfant, c'est un pouvoir émancipateur, différenciateur. On en a déjà eu des beaux exemples et des beaux développements dans les précédentes interventions. C'est se différencier du désir de l'autre, affirmer un point de vue différent. C'est accéder à une autonomie psychique, intégrer une limite entre soi et le monde qui nous entoure. Cette limite, elle est nécessaire aux échanges et au bon développement de l'enfant. Dans le temps, le refus va se complexifier, il va prendre des formes plus subtiles. Par exemple, le refus de l'adolescent face aux valeurs parentales, par exemple. C'est une possibilité d'accéder à une position d'adulte en devenir, avec sa propre histoire, ses propres valeurs, séparé de ses parents. Un adolescent va, par exemple, pouvoir porter le paradoxe d'une attitude très rejetante vis-à-vis de ses parents, alors qu'il va adhérer sans concession à un groupe de pairs. Donc, pour commencer à rentrer plus dans le vif du sujet, je me suis demandé si on pouvait refuser ce que l'on ne nous demande pas. Et là, c'est la place du langage verbal. L'exemple fréquent dans nos cliniques, c'est l'attitude parfois autoritaire du professionnel qui va décider pour ou à la place d'eux. Parce qu'en l'absence de langage verbal, on évacue parfois la possibilité de la question. Dans ce contexte, comment on peut refuser une chose qui n'est pas demandée, mais qui est même agie? Refuse-t-on quand on ne demande pas? Ça, c'est un autre versant du problème. Est-ce que ne pas montrer de besoin, de demande, signifie que l'on refuse? Là, je pense au cas de l'autisme où le besoin d'immuabilité, le repli à distance de l'autre, impose une distance. Donc on se retrouve fréquemment dans la position active d'aller chercher pour que la rencontre ait lieu. Cela représente une certaine forme de violence puisque nous impulsons une rencontre qui n'est pas demandée, voire qui est évitée. Mais pour autant, est-ce que le sujet était en mesure de faire le chemin vers l'autre? Ne devait-il pas être guidé pour appréhender une relation ou un soin qu'il ignore? Alors, quels sont les sous-bassements de la demande non exprimée? Parfois, il n'y a pas de demande, car le besoin n'est pas réellement identifiable par le sujet. Là, je pense au bébé qui va pleurer parce que quelque chose lui manque,
mais qui est encore trop immature et pas assez expérimenté pour savoir de quoi il s'agit. Il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il pleure. Il est coincé dans un ressenti d'inconfort, d'insatisfaction. Et là, j'en appelle à un terme psychanalytique, et le terme de Pierra Olanier, qui parle de violence de l'interprétation, c'est-à-dire qu'à un moment, on va imposer une interprétation à ce pleur, et ça va faire progressivement sens, et le bébé va progressivement pouvoir orienter sa demande et s'inscrire dans sa place de sujet. Alors, des fois, il va être nécessaire intuitivement et arbitrairement de proposer une réponse à cet appel qui n'est pas du tout qualifié, à cette demande qui n'est pas qualifiée. Et parfois, donc là dans la clinique dans laquelle je travaille, on est à la recherche de la demande, entre guillemets, perdue. C'est-à-dire que tout le travail, c'est comment crée-t-on la demande, au sens où on doit la débusquer, parce que sa forme n'est pas exprimée de façon explicite. Il y a des attitudes, il y a des postures, des gestes, des regards qui prennent la place d'un mouvement vers l'autre, d'un accueil possible. Ensuite se pose la question du refus et du consentement. Et là, ça fait peut-être suite ou développement à ce qui a été proposé tout à l'heure sur le danger de l'approbation définitive, ou une sorte de pacte avec le diable, entre guillemets, parce qu'il y a des situations où le refus n'est pas immédiat, il arrive plus tard, il intervient alors que quelque chose est engagé. Sommes-nous alors toujours en mesure de l'entendre ? Comment pouvons-nous laisser place à ce besoin de distance et parfois de rupture ? Comment repérer et laisser s'exprimer un souhait d'interruption ? Est-ce qu'un sujet doit rester identique tout au long de son parcours ? La temporalité, l'évolution positive ou négative d'un corps, d'un sujet dans son corps, offre une palette presque infinie de regards, de points de vue se succédant, et cela en lien avec ce que vit le sujet dans son environnement. Alors pour essayer de répondre un petit peu à ces questions-là, et puis ce qui a aussi donné origine au questionnement proposé, ce sont des exemples cliniques, donc là qui s'inscrivent dans une pratique d'entretien en face à face. Alors c'est pas du tout ma pratique majoritaire dans l'institut où je travaille, mais il y a quand même ce type de dispositif où la question du refus ou de la non-demande doit se penser aussi dans un contexte institutionnel. En tant que psychologue, les questions que je me pose quand on me parle d'une nécessité de suivi, c'est qui demande ? De qui vient la demande ? Par qui est-elle portée ? Est-ce que le sujet est pris en compte ou est-ce qu'on veut qu'il soit, entre guillemets, pris en charge ? Donc là, je me demande, est-ce que c'est une équipe qui souffre face à des comportements et qui veut que le problème se résolve ? Est-ce que c'est une famille qui est inquiète et qui veut que son enfant accède à une élaboration ? En tous les cas, il est très important pour pouvoir situer le sujet dans son acceptation, son consentement de ce qu'on va lui proposer, d'avoir ces prérequis. On rencontre fréquemment la nécessité dans les institutions d'effacer les symptômes. On appelle ça aussi les comportements problèmes, parfois pour gommer des manifestations extérieures de handicap. Parfois, on rencontre l'anticipation d'une souffrance supposée normale du sujet, c'est-à-dire face à un événement difficile, on anticipe, l'entourage anticipe que le sujet va souffrir, donc il faut pouvoir engager un travail psychologique parce que la réaction normale du sujet face à cette épreuve serait de souffrir. Et parfois, on n'imagine pas que le sujet puisse souffrir dans des situations qui apparaissent complètement banales et on projette des angoisses sur des situations qui peuvent apparaître comme traumatogènes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de débusquer où se situe le sujet enfant, le sujet qui ne peut pas forcément exprimer une demande élaborée, face à un environnement bienveillant, soutenant ou anxieux, voire en situation de mal-être. Donc, au sein de différents suivis que j'ai menés à l'Institut ou qui sont encore en cours, je me suis confrontée aussi à des situations de refus qui n'étaient pas explicites et sur lesquelles se posent encore des dilemmes. J'ai un jeune garçon que j'accompagne, dont l'environnement est très inquiet et qui a pu manifester le souhait de venir parler dans le bureau de la psychologue, qui a régulièrement besoin de pause. Et là, se joue tout un dilemme entre respect de la volonté d'arrêter l'accompagnement
et le souci de maintenir un lien avec ce sujet qui présente un fort risque de repli, qui va entretenir des défenses et qui risque de générer vraiment un mal-être conséquent. Par exemple, comment ça se manifestait, ce refus ? Il pouvait y avoir un endormissement presque physique dès qu'était abordée la question de l'émotion ou de l'affect. Et là, j'y entendais un petit peu le poids de la pulsion de mort. Et ça me fait écho avec ce qu'a dit M. Lombard sur le côté créatif de la négation. C'est-à-dire que face à cet endormissement du sujet, on est pris soi-même en tant que soignant dans une impuissance et un endormissement aussi d'une certaine manière. Il faut réussir à dépasser ça et à trouver encore des capacités de création pour garder la place au sujet et pour réfléchir à la bonne distance à avoir dans cette difficulté de suivi. Trouver de la bonne distance, ça veut dire accepter de lâcher prise. Accepter qu'à un moment, le sujet s'approprie l'espace de soins à sa manière, en l'évacuant et en pouvant y revenir. Il faut résister à ce moment-là aussi aux attentes familiales, aux attentes des équipes, les rassurer sur cette possibilité d'élaboration qu'offre le creux, la prise de distance, cette séparation qu'a voulu le sujet pour pouvoir continuer à se penser. Et puis dans le travail du psychologue, il y a le respect de la temporalité et la question du tact. Il est plus facile de penser et d'accompagner quand on est sur un temps long. Et j'ai la chance d'en disposer travaillant dans un service qui accompagne les jeunes de 12 à 20 ans et plus. C'est-à-dire que je peux vraiment me donner le temps de faire des allers-retours et leur donner le temps de faire des allers-retours, ce qui permet aussi à l'enfant d'accéder à un processus d'individuation et du coup à la formulation d'un désir propre. Parfois, il a fallu que la demande mature. J'ai rencontré des petites jeunes filles de 12 ans qui étaient certes en souffrance, mais qui n'étaient pas en mesure de s'investir dans un travail psychologique, même avec des médiations, mais pour qui ces rencontres inaugurales, qui ont été très ponctuelles au tout début de leur accueil, ont aujourd'hui évolué au bout de quelques années et prennent vraiment corps dans le travail psychologique. Il a fallu pouvoir les laisser aller et venir dans leur investissement. Donc l'idée, avec les plus grands, c'est de favoriser l'émergence du désir, en fait, pour être sûr, entre guillemets, qu'on ne va pas à l'encontre du sujet et qu'il est vraiment, qu'il consent vraiment à ce soin et qu'il s'y implique. C'est pouvoir l'accompagner à vouloir désirer seul, pas être l'objet du désir de son environnement immédiat. Alors, parfois, la parole est très compliquée, le langage verbal n'est pas toujours accessible, donc on propose aussi des dispositifs à médiation. Donc là, on propose le terreau de la créativité, où on va se pencher ensemble sur un objet. On ne va pas nécessairement s'adresser au sujet directement, on va transiter par un objet, qui soit artistique, culturel ou parfois même sportif ou corporel. Et le sujet va démontrer parfois qu'il a besoin de s'accrocher à l'autre qui désire et de voir comment il fait la psychologue, comment il fait l'éducateur pour désirer, pour aimer cet objet. Et ça va lui donner la possibilité progressivement de s'autoriser lui-même à investir un objet de médiation, investir son espace psychique dans un travail de thérapie. Donc, je me suis un petit peu écartée de la notion pure et dure du refus, parce que pour moi, dans ma pratique, elle est très étroitement liée à la question de la demande. Mais si on veut raccrocher un peu les wagons, aujourd'hui, il est quand même admis qu'on n'est pas juste un psychisme ou juste un corps. Les deux sont évidemment complètement imbriqués, et qu'un refus qui est nié ou qui est tu, un refus qui ne peut pas être exprimé, quelle qu'en soit la forme, impacte le corps et peut rendre malade ou peut rendre encore plus malade. D'où l'importance de soigner ces rencontres, de laisser aller et venir le sujet et de le laisser se découvrir
dans son désir d'être accompagné et non pas d'être pris en charge. C'est une terminologie aujourd'hui qui est parfois un peu questionnante au sujet des humains. Donc voilà, je m'en arrêterai là. Je ne voudrais pas empiéter sur le temps de parole de mes collègues. Je vous remercie. Merci Émilie Pain, donc psychologue à l'Institut public Au Sens.